Voici notre top 5 de vidéos révolutionnaires en parentalité qui vont t'aider à faire disparaître les crises fréquentes de ton petit amour. Bonjour, bébé pleure souvent et tu ne sais pas trop quoi faire. Alors voici des pistes de solutions pour toi qui ont été testées et approuvées auprès de mes 5 enfants et puis toutes les recherches que j'ai faites depuis plus d'une décennie à enseigner sur la parentalité bienveillante et holistique. Donc je vais débuter avec toi. Pourquoi c'est important de ne pas laisser pleurer un bébé et puis ensuite on va aller voir les trucs pour la première année d'un bébé, puis peut-être au-delà aussi pour savoir comment régler les situations courantes. Donc, juste avant de débuter, quand je dis laisser pleurer, c'est pas un petit pleur, tu sais, 5 secondes, là, par exemple. Là, c'est plus les techniques, les méthodes qui disent d'endormir son enfant en laissant pleurer longtemps, puis de retourner le voir et puis tout. Donc ça serait nocif. Je vais vous expliquer pourquoi. Puis aussi, dans le fond, parce que l'état d'un bébé naturel, c'est d'être heureux. C'est notre état, le plus naturel, en fait, d'être heureux. Donc, si un bébé signale qu'il par un pleur, ça veut dire qu'il y a un besoin qui est caché derrière. Donc, il y a plusieurs parents qui ne le savent pas, mais c'est ça. Laisser pleurer un bébé, c'est vraiment nocif. D'abord, pourquoi le bébé, en fait, qu'on laisse pleurer longtemps dans son lit, comme on voit souvent, il s'époumonne, et pourquoi on dit, oui, mais mon bébé, je laisse pleurer, puis après, il s'endort seul. Mais en fait, ce réflexe-là, ça s'appelle en fait, il y a des experts, donc le docteur que je vais vous nommer aussi dans la ressource, juste à aller cliquer, je vous place toutes les références et les liens dans la description de la vidéo. Et puis, ça simulerait en fait le réflexe de Thanatos, qui est le réflexe de mammifères, mais aussi d'autres animaux, de vraiment simuler la mort pour éviter un prédateur. Donc, l'enfant qui pleure longtemps va finir par se taire pour ne pas attirer l'attention. C'est encore dans notre ADN de se comporter de cette méthode-là. Donc, ça serait ça. Ensuite, ce qui est vraiment nocif pour le bébé, de vraiment s'endormir de cette méthode-là, on fait souvent cette méthode-là pour pouvoir endormir notre bébé. Et puis, en fait, ce que ça fait, c'est que notre bébé tombe dans un sommeil profond après s'être épuisé à pleurer. Il va tomber dans un sommeil profond. J'espère que le son sort bien ici. On l'accroche pas trop. Et puis, il va donc, ce sommeil-là qui est profond, en fait, c'est dangereux pour le syndrome de la mort subite du nourrisson. Parce que qu'est-ce que ça fait? C'est que le bébé, dans le fond, il doit apprendre à bien dormir au départ, donc à réguler sa respiration. Souvent, ça se fait en calquant un autre parent, d'ailleurs. C'est une des méthodes que je recommandais. Donc, si son sommeil est trop profond, il risque de s'endormir trop profondément et pour certains bébés, ils ne se réveillent pas. Donc, ça serait une des causes de syndrome de mort subite du nourrisson. Donc, ça serait vraiment à surveiller. Un bébé, c'est normal qu'il se réveille plusieurs fois la nuit, en fait, parce que, bon, si vous l'allaitez, il a besoin de se nourrir aux 2-3 heures. Le lait maternel se digère dans ce temps-là. Le lait, la préparation commerciale pour nourrissons, en fait, ça remplit plus l'estomac, ça se digère plus lentement. Mais naturellement, on est fait pour se réveiller la nuit. Même les adultes, on se rendort. Puis c'est normal. Un bébé qui est bien nourri, bien écouté, va se rendormir super rapidement aussi. Donc, c'est important de répondre à ce besoin-là, justement, pas le laisser pleurer pour ça. Ensuite, un autre point, c'est que en fait, c'est bon. Comme je disais tantôt, c'est un signal d'alarme, ce signe-là. Le bébé, si on n'écoute pas ses petits... dans le fond, il va nous le signaler s'il n'est pas heureux, notre bébé. Comme mon bébé de 4 mois ici, on va le savoir, mais ça va commencer par des petits sons. Et puis, comme là, il signale qu'il a mal aux dents. Donc, on écoute ces signaux-là, il faut rester à l'écoute. On répond aux besoins pressants que notre bébé essaie d'exprimer. Puis, vous allez l'apprendre avec le temps aussi si c'est votre première fois, votre premier bébé. Moi, c'est mon 5e, je commence à savoir un peu les signes. Ça fait longtemps que je fais ça. Puis aussi, j'enseigne à d'autres parents. Mais, tu sais, on voit que s'il commence à avoir les yeux rouges, c'est qu'il commence à être fatigué, commence à être grognon. Donc, on apprend à décoder notre bébé. Puis, il peut même nous le dire lui-même aussi. Aussi, le bébé a besoin de proximité. C'est
vraiment un besoin primordial pour un petit humain, la proximité. Donc, ça peut être un autre besoin qu'il exprime, de besoin d'être juste près de vous pour se faire protéger des trucs du gros monde qui peut être un peu impressionnant et tout. Donc, sa place préférée, c'est sur nous, c'est près de nous aussi. Si on le laisse pleurer, son corps peut être envahi par la cortisol, qui est une hormone de stress. Ça crée des enfants qui sont plus stressés à long terme. Ça peut même causer des séquelles au cerveau aussi. Ça s'est observé. Ça peut affecter la mémoire, des apprentissages et plusieurs autres trucs aussi, les relations interpersonnelles. L'adrénaline à répétition, ça pourrait le rendre plus violent aussi en grandissant. Il pourrait avoir de la difficulté à contrôler ses impulsions. Donc, c'est quelque chose qui va se travailler dans son néocortex, la partie qui est en avant. Ça peut même, on a découvert, affecter l'ADN. Donc, il y a une étude qui est sortie qui parlait plutôt de... Ça va, Coco? Des dommages associés à la violence durant l'enfance. Puis on s'est rendu compte que ce dommage-là peut se répercuter jusque dans la 3e génération. Donc, c'est vraiment important. Je pense qu'on n'en parle pas assez en parentalité, puis c'est le temps que ça sorte, c'est le temps qu'on condamne ces méthodes-là de laisser pleurer, en fait. Donc, si ton bébé pleure, tu lui réponds, va vers lui. Déjà, ça devrait aider la situation. Donc, c'est une des premières choses. Ensuite, on décode le besoin. Est-ce que bébé... Donc, dans la première année, les besoins des bébés sont assez simples, en fait. Changement de couche, parce qu'il est mal. Il y a peut-être trop chaud aussi. Ça, c'est un autre risque du syndrome de la mort subite du nourrisson. Donc, il peut avoir trop chaud, puis c'est environ à 21 degrés que la pièce doit être, que le bébé doit être aussi, pas trop couvert. Habituellement, c'est vraiment une petite doudou mince, puis le mettre dans un pyjama, par exemple, au besoin, pas mettre trop de chauffage aussi. C'est pour ça que je recommande aussi de dormir dans la même chambre que votre enfant. Il y a des règles de sécurité à ce niveau-là. On peut faire du cododo, ça s'appelle cododo, tout ce qui est partage de la chambre. Donc, moi, j'appelle le cododo sécuritaire, ce qui suit les règles de sécurité, ce que je recommande aussi. Je vous place les liens parce qu'il y a des mesures de sécurité super importantes à savoir, puis c'est pas tout le monde qui les fait non plus, donc je vous les mets en description de la vidéo pour aller voir c'est quoi. Ensuite, je recommande ça plutôt que faire chambre à part la première année, même au-delà. Nous, on dort encore avec nos enfants qui ont, mes plus grands, on le fait jusqu'à temps que mes jumeaux aient presque 7 ans. Ensuite, avec mes autres qui ont 7 et 6 ans, on le fait encore. Puis lui, je le fais, bien sûr. Donc, ça rassure les enfants, puis ça fait des enfants super épanouis aussi. Donc, c'est génial si vous êtes juste tout nouveau avec ça, ou même si vous êtes habitué, je vous invite à aller voir les consignes de sécurité parce que je ne voudrais pas vous induire en erreur. Par exemple, si vous allaitez pas, le partage du lit n'est pas recommandé. Ça serait un lit qui est à part, un petit lit de bébé à part. Ensuite, ce qu'on peut faire pour répondre à ses besoins, peut-être besoin de stimulation aussi. Donc, bien sûr, le faire jouer dans toutes les positions. Mais aussi, le besoin, en fait, qui pourrait venir, donc, des coliques. J'ai un article justement à ce sujet-là. Ça pourrait être la méthode, donc comment vous allaitez aussi qui cause problème. Des fois, les gens ne savent pas qu'il faut qu'ils donnent le lait jusqu'à la fin de l'allaitement, jusqu'à vider un sein au complet. Cette méthode-là permet de moins donner de lactose qui cause des problèmes au ventre. Donc, dans les premiers mois, habituellement, les coliques, j'ai un article à ce sujet-là. Si votre enfant est affecté par ça, vous pensez qu'il y a mal au ventre, qu'il y a beaucoup de reflux. Donc, ça, c'est les situations communes qui reviennent. Ensuite, les maux de dents, ça peut commencer autour de même 2 mois. Comme lui, il y a 4 mois, ça fait 2 mois à peu près qu'il fait ses dents. Ça sort pas, mais ça travaille en dessous. Et puis, c'est la première fois qu'ils font, quand ils sont tout petits, c'est la première fois qu'ils connaissent la douleur, vraiment. Donc, pour eux, ça les affecte beaucoup. Puis, ça fait quand même mal, les dents qui poussent, si vos dents de sagesse sont sorties dernièrement, comme les miennes. C'est tannant. Donc, on peut donner des compresses. On peut donner des gants aussi à mordiller en silicone, je recommande, en bois naturel. Puis aussi biologique là, pour les tissus. Donc, c'est tout. Donc, laissez aller peut-être les plastiques parce qu'il y a encore souvent donc, il pourrait y avoir des produits qui ne sont pas très bons dedans. Je recommande beaucoup plus le silicone. Parfois, surtout si vous allaitez, puis là, vos mamelons vous font mal, souvent, les gens ne recommandent pas les suces pour l'allaitement, sauf que moi, la seule que je recommande, c'est celle qui, vraiment, ça s'appelle Dr. Brown, celle-là, je crois.
Oui, Dr. Brown's. Et puis elle simule comme un mamelon, sont comme plus durs à prendre. Peut-être si bébé vous fait une démonstration. Donc, ça ressemble un peu à un mamelon. Ça va vous sauver un peu pour vous aussi. Puis lui, ça répond à son besoin de succion et aussi de faire ses dents. Souvent, mes bébés, ils gardent pas leur suce, ils s'en servent pour faire leurs dents. Mais souvent comme réconfort pour endormir bébé, ça va super bien. Et puis, un des gros besoins aussi que bébé a besoin, c'est de dormir, bien sûr. Et puis, pour ça, je recommande, bon, le cododo sécuritaire, mais aussi le portage. C'est une super méthode pour endormir votre bébé et faire vos trucs importants aussi. Donc, ça va aider votre bébé à pleurer moins souvent. Vous allez pouvoir marcher, aller vous remettre en forme. Ça se fait aussitôt que le bébé est né. Il y a plusieurs types que vous pouvez prendre. Il y a même des gilets de portage pour les nouveau-nés. Ensuite, on peut passer à un tissu de portage qui est plus coton élastique. Ça retient bien le bébé. La tête, on place toujours une tête dessus, une main sur la tête, bien sûr. Il y a plusieurs techniques pour le portage. C'est un monde, mais plus on se pratique, plus on devient bon. Et c'est vraiment essentiel pour les bébés parce que, en fait, les bébés seraient nés, les petits humains, ils seraient nés prématurément. Encore une fois, c'est quelque chose que je parle beaucoup dans l'infolette, puis dans les articles sur le site. Et puis, l'anthropologie de l'enfance a trouvé que, bon, peut-être qu'on serait né plus tôt pour laisser passer la tête du bébé dans le bassin, vu qu'on est en station debout maintenant en bipédie, les humains. Donc, c'est pour ça que c'est plus difficile, mais en fait, pour ça que le bébé, par la suite, il grandit vraiment beaucoup dans les 3 premiers mois pour reprendre sa courbe de croissance et puis aller reprendre aussi tout ce qu'il est supposé avoir. Donc, on serait peut-être, les humains, supposés avoir une grossesse qui dure jusqu'à 6, 9, même 1 an, un peu comme les éléphants qui ont un gros développement de leur cerveau. Donc, c'est toute une surprise. Donc, nos bébés seraient prématurés. C'est pourquoi il y aurait besoin d'un 4e trimestre ou pour justement, même plus au-delà, pour se développer adéquatement. C'est pour ça qu'ils ne sont pas tout à fait capables de s'agripper après nous comme les petits singes vont être capables de faire. Donc, pas capable de marcher non plus. On est pas mal sans défense lorsqu'on est comparé à pas mal tous les grands mammifères, puis dans le fond, les grands singes aussi, surtout là, comme comparaison. Donc, c'est ça. Donc, ça permet de faire son développement et ça permet de réguler sa température. Il y a tout plein d'avantages au portage, donc je vous invite à explorer ça. Ça va beaucoup aider votre bébé, ça va aider à en faire un petit bébé épanoui, heureux, content, hein bébé? Puis le besoin de stimulation aussi, bien, à lui apprendre à jouer avec des choses aussi, donc sur le dos, puis tranquillement, il va se faire tout seul avec la motricité libre, il va apprendre à se tourner sur les côtés, on peut le placer dans plein de positions, mais c'est lui qui va aller chercher ses choses. Ensuite, donc, on lui passe des objets qu'il veut aller atteindre, qui stimulent toujours son intérêt, ses apprentissages, lui montrer le beau monde, communiquer beaucoup avec lui. D'ailleurs, en portage, il entend beaucoup, il apprend à parler, à connaître les langages que vous parlez. Et puis, donc tout ça, c'est un monde qui va faire que vous vous occupez bien de votre enfant, vous allez répondre à ses besoins. Ça va être un petit bébé qui est très heureux. Donc, si vous avez d'autres trucs en commentaire pour les nouveaux parents, vous pouvez en parler. Je vous invite aussi à aller voir jematerne.com, qui est mon site que je m'occupe aussi avec plusieurs collaboratrices qui ont collaboré au travers des années. Ça fait maintenant 12 ans que je conseille les parents. Je suis aussi chercheuse étudiante à la maîtrise en éducation. Pardon, bébé. On va retourner à celui-là. Et puis, j'ai beaucoup cherché aussi parce qu'à l'arrivée de mes jumeaux, j'étais vraiment... Je croyais pas que les conseils que je recevais répondaient bien aux besoins de mes enfants. Et puis, je suis allée chercher qu'est-ce qui vraiment comble les bébés dans toutes les sciences, le bon sens aussi, l'expérience 7 jours sur 7 parce que je suis toujours auprès de mes enfants. Et puis, est-ce que tu veux encore, Félix? Tu veux encore croquer? Donc, vous pouvez aussi vous créer des langages avec votre enfant comme croc. C'est un mot qu'ils vont reconnaître, des mots fréquents aussi qu'ils vont reconnaître. Voilà, je vous invite à vous abonner aussi parce que je viens de partir la nouvelle chaîne. J'en avais une autre que j'ai dédoublée en 2 parce que, pardon pour le micro, parce que justement, c'était un autre sujet qui est plus spirituel. Puis celui-ci, c'est plus pour la maternage, la maternité, 0-18 ans pour une parentalité et puis une enfance holistique. Je vais parler beaucoup de bébé, mais aussi d'apprentissage
nage libre qui est ma passion, puis de grandir de manière holistique, en étant complet, en étant heureux, et puis une belle famille, une belle vie de famille épanouie aussi. Ça va, Coco? Donc, je vous souhaite une belle journée, puis on se dit à bientôt. Bye! Comment rapidement arrêter les pleurs de votre bébé? Votre bébé pleure-t-il régulièrement, même s'il n'a aucun problème médical sous-jacent et que vous sentez que tous ses besoins fondamentaux sont satisfaits? Vous sentez-vous impuissant face aux pleurs de votre bébé? Oui? Alors vous êtes au bon endroit pour savoir comment exactement empêcher votre bébé de pleurer. Voici les 3 moyens les plus efficaces pour arrêter rapidement les pleurs de votre bébé sans recourir à des méthodes de violence éducative nocives pour les bébés. Saurez-vous les deviner? Vous avez quelques secondes maintenant pour énumérer vos 3 réponses en commentaire de la vidéo. Prêt? Alors débutons avec 2 méthodes des plus méconnues. Méthode numéro 1 pour arrêter les pleurs de bébé, le portage ergonomique de bébé. Pour aider rapidement votre bébé à arrêter de pleurer, soulager ses douleurs telles que les coliques et poussées dentaires et s'endormir, pensez à utiliser la méthode éprouvée du portage de bébé. Avec le temps et l'habitude, vous arriverez à apaiser votre petit amour en quelques minutes seulement en utilisant un porte-bébé ergonomique, une écharpe ou un autre outil ergonomique qui soutient bien les hanches afin d'éviter la dysplasie de la hanche. Vous pouvez essayer divers types d'outils de portage dans une boutique de bébé et bien vous informer pour choisir celui qui vous convient le mieux. Le portage est un monde tout nouveau pour vous. Il est fascinant de noter que chez la majorité des cultures recensées en anthropologie, le portage de bébé est la norme. Et historiquement, il semble avoir été utilisé depuis des millénaires. On dit même que c'est le premier outil que les humains ont inventé. Le portage de bébé a ainsi des avantages incomparables, quoique peu vantés. La proximité physique est source de réconfort autant pour l'enfant, parce que c'est ce à quoi il s'attend biologiquement, que pour le parent qui sait son petit trésor en sécurité. Et il permet au bébé d'être rapidement bien endormi par un mouvement et un contact apaisant, au lieu d'avoir de la difficulté à s'endormir seul dans un lit pour nourrisson, comme plusieurs parents en font l'expérience. En terre inconnue, dès sa naissance, l'enfant est rassuré par la présence constante de son parent qui est auprès de lui et le porte. Le monde est plus aimant, paisible et rassurant de cette manière. Le portage de bébé, idéalement en peau à peau au départ, a une foule de bienfaits. Il a notamment 3 bienfaits épatants au niveau des pleurs du nourrisson. Il stimule et balance les hormones de bien-être du parent porteur et du bébé. Il réduit la sensation de douleur et le stress du bébé et lui permet enfin un sommeil plus profond. Ces faits inspirent à faire du portage tout au long de la petite enfance de nos précieux petits amours, n'est-ce pas? Avant de passer à la 2e méthode méconnue qui arrête les pleurs de bébé, pensez à vous abonner à la chaîne avec les notifications pour recevoir nos vidéos captivantes. Méthode numéro 2 pour arrêter les pleurs de bébé. Le cododo sécuritaire. Pour favoriser l'endormissement de votre bébé sans difficulté la nuit, adoptez aussi le cododo sécuritaire ou le partage de la chambre à coucher. Voici pourquoi. Le cododo permet au bébé de ne pas pleurer longuement car il y a toujours un adulte pour répondre à ses besoins pressants. De nombreuses études témoignent maintenant des bienfaits du cododo. À long terme, les enfants qui font du cododo tentent à avoir une plus grande estime de soi, moins souffrir d'anxiété, devenir indépendants plus tôt, avoir de meilleurs comportements à l'école, être plus à l'aise avec l'affection et avoir moins de problèmes psychiatriques. Les liens pour les sources de cette vidéo sont d'ailleurs en description de la vidéo. Les docteurs Meredith F. Small, auteur du livre Our Babies, Ourselves, et James J. McKenna, auteur du livre Sleeping with Your Baby et détenteur d'un laboratoire sur le sommeil des bébés, dénotent plusieurs arguments en faveur du cododo sécuritaire. Ils expliquent que le bébé humain n'est neurologiquement sous-développé comparativement aux autres espèces animales intelligentes pour faciliter le passage de la tête dans le bassin de la mère à la naissance. De ce fait, il a besoin de combler ce manque de maturation par un entraînement au sommeil. Il a été découvert que le jeune bébé qui fait du cododo régule sa respiration, son rythme cardiaque et même sa température,
sur ceux de ses parents. Il est donc moins à risque de se retrouver dans une situation problématique dès les premiers jours si cela est fait de façon sécuritaire. Il dort aussi moins profondément, ce qui contrevient à la dangereuse apnée du sommeil commune chez les bébés, tout en suivant les rythmes de sommeil de son parent proche. Le cododo favorise donc la sécurité. Le bébé est biologiquement motivé à être près de ses parents pour être protégé, et puis les parents sont rassurés que leur bébé est en sécurité. Le cododo facilite le bon sommeil de tous, car les besoins sont comblés dans un état calme, qui réduit le stress et favorise l'endormissement à nouveau. Comment pratiquer ce merveilleux cododo avec votre bébé? Le cododo sécuritaire se pratique en partageant la chambre de sommeil. Pour ce faire, il existe de nos jours sur le marché quelques lits de cododo pour bébé à ajuster sur le lit des parents. Le cododo sécuritaire peut aussi se faire en partageant le grand lit familial. Il existe de bonnes pratiques de cododo sécuritaire à savoir. Cela devrait être fait seulement si nous répondons à ces conditions sécuritaires. 1. Un lit partagé devrait idéalement être un matelas ferme posé sur le sol, éloigné des murs et fournitures qui peuvent prendre au piège votre bébé, comme la tête du lit. Ce lit ne doit pas avoir de couverture lourde, mais de simples draps de coton et des oreillers en mousse plus rigides pour les parents seulement, afin de ne pas risquer d'étouffer votre bébé. Usez de bon sens et suivez votre intuition. Par exemple, il n'est pas recommandé de faire du cododo sur une surface qui n'est pas ferme et dégagée, telle que sur un sofa ou même un hamac pour bébé, dû au risque que votre bébé se retrouve les voies respiratoires bloquées, pris dans une crevasse ou est trop chaud. 2. La température de la chambre ne doit pas être trop chaude, ce qui est dangereux pour le bébé. La température idéale est de 20 à 21 degrés. Vous ne devriez pas habiller votre bébé trop chaudement. Si vous êtes confortable, votre bébé l'est probablement. Utilisez un thermostat près de votre endroit de sommeil et contrôlez bien la température à chaque saison, par exemple avec de l'air conditionné au besoin. 3. Pensez à éviter les dangers de strangulation. Les vêtements ne doivent pas avoir de cordes ni de bretelles fines et les cheveux longs doivent être attachés. 4. Le partage du lit des parents est à éviter chez un bébé prématuré ou de multiples bébés. 5. Aucun enfant plus âgé ni animal ne doit se retrouver dans la pièce pendant le sommeil de bébé pour partager le lit. 6. Aucun des parents ne doit fumer, avoir consommé d'alcool, médicaments, drogues ou toute autre substance qui cause de la fatigue ou de l'altération de conscience, être excessivement fatigué, ni avoir un surplus important de poids. Les parents doivent être responsables et consentants à savoir en tout temps où se trouve leur bébé et celui-ci doit être constamment accompagné sur un lit non sécurisé par des clôtures de lit adéquates. 7. Votre bébé devrait être allaité exclusivement car une mère allaitante et son bébé allaité sont plus alertes et en symbiose pendant le sommeil. 8. Votre bébé devrait dormir sur le dos et sur une surface ferme. Cela favorise un sommeil léger, donc adéquat pour un nourrisson afin de ne pas faire d'apnée du sommeil. La tête de votre petit amour doit être dégagée des draps des parents, sans toutou ni oreiller. L'oreiller du parent devrait être ferme pour ne pas que le bébé s'y retrouve calé s'il se déplace. Autrement, par exemple, si le bébé est nourri au biberon ou un parent est épuisé, votre précieux coco devrait pratiquer le cododo dans un lit à part, au sein de la chambre de co-sommeil. Les bienfaits du cododo sécuritaire et du portage, quoique méconnus, sont formidables, n'est-ce pas? Pensez à partager cette vidéo à vos connaissances qui en auraient besoin et passons ensuite à la dernière méthode ultra efficace pour calmer les bébés. Méthode numéro 3 pour arrêter les pleurs de bébé. La routine de sommeil. Étant donné que la fatigue est une forte cause de pleurs chez les bébés, pensez à ajouter à votre coffre à outils de parents bienveillants une routine de bonne pratique de sommeil. Incluez une routine intentionnelle de préparation et d'accompagnement au sommeil qui, additionnée aux 2 méthodes précédentes, portera facilement votre petit trésor vers les bras de Morphée. Pourquoi est-ce si important ces routines? Les routines bienveillantes permettent à bébé d'avoir un sentiment de familiarité et d'ordre au sein de sa vie qui peut être très impressionnante. Avec le temps, votre bébé apprendra vos routines quotidiennes et il saura à quoi s'attendre au fil de la journée. Elles le sécuriseront et le calmeront au travers de tout ce qui est nouveau et un défi pour lui. Pour cesser les pleurs de votre bébé et mener vers le calme, vous pouvez utiliser le bain comme aquathérapie,
faire de la lecture, tamiser les lumières et utiliser quelques gouttes d'huile essentielle de lavande en diffuseur, par exemple. Il est aussi important d'accompagner votre bébé vers l'association de la nuit à une période de repos. Assurez-vous qu'il ait de bonnes périodes d'éveil et d'activité de jour, par exemple entre 8 heures AM et 8 heures PM, et que la nuit soit pour le repos, calme et sans lumière forte. Si vous devez changer une couche pendant la nuit, faites-le en silence et endormez tout de suite votre coco. Et voilà pour notre tour d'horizon sur les méthodes les plus efficaces pour arrêter les pleurs de votre bébé. Vous avez l'habitude de ces méthodes ou est-ce que c'est tout nouveau pour vous? Mentionnez-le à notre belle communauté en commentaire afin de s'entraider. Pour accéder gratuitement à l'Académie Je Materne qui détaille plus de trucs pour arrêter les pleurs de votre bébé, rendez-vous sur jematerne.com. Le lien exact se trouve en description de la vidéo. Est-ce que votre enfant fait régulièrement des crises de colère et vous avez de la difficulté à réagir de manière positive et bienveillante avec lui? Alors voici 3 étapes simples pour arrêter les crises de colère de votre enfant sans recourir à des violences éducatives. Étape numéro 1. Alors, l'étape numéro 1, c'est d'accueillir les émotions de votre enfant. Et pourquoi? Parce qu'avant tout, on place notre enfant d'abord. Et puis, il va vraiment se reconnaître, se sentir reconnu et puis ça va arrêter aussi tranquillement. En accueillant ses émotions, ça va arrêter tranquillement sa période difficile. Alors, comment procéder? Ce qu'on peut se demander juste maintenant ou en brainstormant avant que la crise de colère se produise, c'est comment est-ce qu'on aurait aimé que notre parent bienveillant réagisse quand on faisait une crise de colère nous-mêmes. Alors, ça va vraiment nous aider à mettre vraiment les piliers de notre approche. Pour moi, ce qui fonctionne vraiment bien, j'ai 5 enfants à la maison et ce qui fonctionne bien, c'est de les accueillir, d'accueillir leurs pleurs, d'accueillir leurs émotions, d'aller vers eux. Vous pouvez leur faire un câlin, un colleux, vraiment être près d'eux. Donc, c'est une manière vraiment de prendre soin d'eux et de dire « je suis là pour toi » par nos actions aussi. Donc, avant d'aller vraiment corriger le comportement, on va vers notre enfant, on l'enveloppe, on le protège, on accueille ses émotions et ça va vraiment aider aussi à laisser sortir cette énergie-là aussi parce que ça a besoin de sortir. C'est vraiment une émotion qu'il doit vivre aussi. Si jamais on a mis une limite par rapport à quelque chose et puis l'enfant vit une frustration, c'est OK, c'est correct. On est comme 2 parties dans cette situation-là, mais si on a mis une limite, c'est vraiment que c'était un non et que c'est une limite bienveillante, bien sûr, on ne dit pas non pour n'importe quoi, mais si c'est non, touche pas au four parce que c'est chaud, notre enfant voulait vraiment aller explorer ça, mais c'est dangereux pour lui, donc oui, c'est frustrant pour lui, donc on l'accueille à ce moment-là, puis ça va aider justement à diffuser son énergie, à vivre cette frustration-là et puis à passer à d'autres choses ensuite. Donc, la première étape, c'est accueillir les émotions avec amour, aller vers notre enfant et puis être un modèle spirituel et bienveillant pour lui et toujours montrer que justement notre enfant, c'est le plus important. Numéro 2, c'est la reconnexion aimante. Donc, 1, enfant d'abord et 2, reconnexion, réattachement. Parce qu'on ne peut pas faire rien pour notre enfant tant qu'on n'est pas attaché à lui, qu'on n'a pas ce cordon ombilical psychologique. Donc, au départ, on était bien attaché avec notre bébé, on a comme créer cette connexion-là. Mais là, oui, elle est belle cette carte. Mais lorsqu'il y a une crise, souvent ça déconnecte cette connexion-là. En fait, la façon dont l'humain procède, c'est vraiment en étant connecté. Il va aller chercher son guide en étant connecté à vous. Donc, la connexion est super importante. Enfant, ensuite, connexion. Comment recréer cette reconnexion-là? C'est avoir un temps ensemble. Justement, donc vous prenez votre enfant sur vous, il vit sa crise et ensuite, justement, on reconnecte, vous pouvez parler si votre enfant est assez mature, si sa crise est terminée. Sinon, c'est juste un moment pour rester ensemble. Et puis justement, c'est pas le temps, en fait, je recommande pas du tout les punitions séparées, je recommande un temps ensemble séparé. Donc, vous pouvez prendre du temps à l'écart de la situation où vous êtes. Si c'est à la maison, bon, on peut s'isoler ensemble dans une chambre, aller sur un lit, puis se reconnecter ensemble, passer du temps ensemble un petit peu, une situation. Si vous êtes, par exemple, au supermarché, là, c'est plus difficile, mais mettez-vous à l'écart, même chose, reconnectez avec votre enfant, ignorez tout le monde, c'est pas grave, tout le monde a passé par là s'ils sont des parents. Donc, faites-vous-en pas avec ça, reconnectez avec votre enfant est super important. Puis, plus vous allez travailler cette reconnexion-là, plus il va y avoir des connexions, la maturation qui va se faire dans son cerveau, plus maîtriser. Waouh, on a des belles lumières ici. Hein? Et puis, donc c'est ça. Donc, la reconnexion va se faire, le réapprivoisement, le lien psychologique entre vous, donc le cordon ombilical que je parlais va se refaire. En fait,
c'est un peu comme avec un adulte. On ne mettrait pas un adulte à l'écart, donc on traite notre enfant avec respect. Et puis, ce respect-là va vraiment le construire aussi. Plutôt que si on le met à l'écart, alors là, ça va vraiment activer des signaux de douleur dans son cerveau. La proximité, c'est un besoin fondamental pour notre enfant. Si on le sépare, il vit littéralement la douleur par rapport à ça. Donc, c'est vraiment pas recommandé de le séparer, mais plutôt de rester connecté. Troisième étape, c'est expliquer à votre enfant. Et cette troisième étape-là peut être séparée des deux premières. Ça peut se passer plus tard dans la journée si vraiment c'était trop difficile. On peut dire au supermarché, OK, on va continuer nos emplettes, on en parlera à la maison. Donc, ça peut se passer, donc un temps plus tranquille où vraiment votre enfant ne va pas être dans son cerveau qui est comme plus primaire, ici, plus à l'arrière, ici. Donc, au moment de la crise, vraiment, c'est le cerveau qui est comme plus reptilien qui prend en charge et le cerveau préfrontal se développe tranquillement vers 3-4 ans à partir de là. Puis quand on est plus petit, même c'est plus difficile, ça va être une explication simple, donc non, maman veut pas. Plus il vieillit, plus on peut expliquer aussi dans des mots. Et je parlais, bien sûr, j'aime ça avoir le point de vue des enfants parce que souvent, en parentalité, on donne notre point de vue de parent, mais c'est super important d'avoir le point de vue des enfants. Et j'en parlais avec ma fille de 9 ans, puis je lui demandais justement comment t'aimes ça, toi, quand on vit une situation difficile, comment tu veux vraiment que ça soit réglé. Puis elle me disait, une conversation, d'y aller vraiment sur une conversation entre amis aussi. Pas trop être dans l'énergie de boss, mais être comme justement comme un guide, comme un bon ami, comme on parlerait à nos amis un petit peu. Donc c'est sûr que c'est un enfant qui est immature, moins mature, mais justement c'est une relation qu'on veut entretenir à long terme, puis on veut rester comme dans l'amitié avec nos enfants aussi. On adapte l'explication à sa compréhension. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on passe à la maturation et à la socialisation. Donc, les deux premières étapes, c'est vraiment l'enfant d'abord, la connexion d'abord, et on passe même pas à la maturation, à la socialisation. C'est vraiment terminer la crise et rentrer dans protéger notre enfant, protéger l'amour de notre enfant et la connexion. Et la troisième étape, c'est rentrer dans une maturation, une socialisation. Donc, expliquer les règles sociales, aider à maturer son cerveau aussi, et puis avoir une belle conversation au milieu d'autres choses que vous pouvez parler. Voilà, j'espère que ces trois étapes-là vous aident vraiment bien. Donc, la première étape, je les répète ici, c'est l'enfant d'abord, on l'enserre, on laisse vivre ses émotions, on accueille ses émotions. Deuxième étape, reconnexion. Troisième étape, explication, ça peut se faire à un autre moment. Donc, j'espère que ça vous aide. Je donne des conseils depuis 15 ans en parentalité, puis c'est de la parentalité bienveillante et aussi naturelle, holistique et avec les dernières données en sciences et tout. Donc, mon but, c'est vraiment de changer le modèle parental pour aller vers un modèle qui est plus de connexion aussi, qui est basé sur la sagesse ancestrale. Donc, je fais beaucoup aussi de lecture en anthropologie pour aller chercher vraiment toutes les sciences sociales, les sciences du cerveau pour vous permettre de vraiment aider votre enfant. Donc, si tu es intéressé à aller plus loin, j'ai une formation sur les crises, comment les accueillir avec bienveillance, selon diverses situations aussi, qui va vraiment expliquer ça plus en détail. C'est une formation qui est plus longue et plus concrète aussi, avec plein d'outils. Donc, je te mets le lien en description de la vidéo. Tu peux aussi la retrouver si tu connais dans l'Académie Je materne aussi. Donc, tu as le choix de la prendre dans la formation à la carte ou dans l'Académie. Je te place le lien en commentaire. Et puis, je vous souhaite une belle reconnexion et plus de facilité dans votre vie quand vous vivez des crises. On se dit à bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye! Veux-tu éviter les crises de colère de ton enfant ou les arrêter en quelques instants? Découvre ici notre top 10 des conseils pour arrêter les crises de colère de bébés, tout petits et jeunes enfants et apprends à mieux gérer les émotions de ton enfant à l'aide d'études et d'experts en santé mentale et en développement. Cette vidéo te guidera à travers les meilleures approches pour réduire les crises de colère ainsi que leur durée et aider à bien soutenir ton enfant. Bonjour maman et papa, je m'appelle Marie-Ève Boudreau, je donne des conseils en parentalité bienveillante depuis plus de 13 ans sur le web. Je suis aussi mère de 5 enfants et puis je fais une maîtrise en éducation. Alors voici mes meilleures recommandations, soit le compte à rebours des top 10 des conseils surprenants et efficaces, dénichés et expérimentés sur les crises de colère de bébés, tout petits et jeunes enfants. Le conseil numéro 2 pourra faire toute une différence rapidement et le bonus pourra révolutionner ta propre vie comme parent. 10.
Lorsque ton enfant fait une crise, tu peux lui donner un objet doux. Et cet objet doux-là, il va pouvoir le tenir, le caresser, le câliner lorsqu'il commence à s'énerver. Des études montrent que le contact tactile et l'autocalme peuvent aider à réduire le niveau de stress d'un enfant, tel que les chercheurs D.W. Winnicott, John Bowlby et Harry Harlow ont étudié dès les années 1950. Les objets doux comme les doudous et les peluches peuvent servir de substitut à l'attachement, apporter du réconfort en cas de stress et même apprendre à votre enfant à réconforter les autres. 9. Utiliser des outils de gestion du stress. Il est important de fournir à notre bébé tout petit des outils pour gérer ses émotions. Cela peut inclure des exercices de respiration, des activités relaxantes et des techniques de relaxation. Vous pouvez aussi lire des livres sur le sujet de la colère et des émotions avec votre enfant. Selon une étude de 2022, avec une application d'histoire pour enfants sur la régulation de la colère, la lecture pourrait être une excellente façon d'amener les enfants à relâcher et à avoir des outils pour leur anxiété et leur colère. En fournissant ces outils-là à ton enfant et des ressources, vous allez pouvoir aider votre enfant à apprendre à gérer ses émotions et à se sentir plus maître de la situation. 8. Stimuler l'activité physique et l'exercice. Et point bonus, si c'est en nature. Selon une étude publiée dans le journal du développement et du comportement pédiatrique. Donc, en anglais, c'est le Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics. Les enfants qui font de l'exercice régulièrement sont moins susceptibles d'avoir des crises de colère. Et la nature aussi est vraiment reconnue pour calmer et puis particulièrement avec les ions négatifs qu'on retrouve dans la nature. Une étude auprès de 20 000 personnes a découvert que 2 heures de nature par semaine, c'est vraiment le minimum. Et puis, à ce moment-là, ça permet d'avoir un super haut niveau de bien-être. Donc, pensez à incorporer au moins 2 heures de nature et pas seulement à l'observer, mais à vraiment jouer avec au sein de la nature. Ça va vraiment aider votre enfant. Autrement, selon l'auteur Richard Louv, qui est auteur du livre Last Child in the Woods, les enfants peuvent souffrir d'un désordre du manque de nature qu'il appelle le Nature Deficit Disorder. Et là, à ce moment-là, ça cause un trouble et puis ça pourrait être lié en fait au stress que les enfants ont s'ils ne vont pas assez dans la nature. Et aussi s'ils ne font pas assez d'exercice physique. 7. Donnez à votre enfant des limites claires et établissez des consignes de base pour les routines. Les enfants ont besoin de savoir ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Donc, souvent, parentalité bienveillante, on a tendance à ne pas mettre de limites, mais en fait, l'enfant va tester jusqu'à temps qu'il voit qu'il y a des limites parfois. Les enfants ont besoin de limites et de règles pour se sentir en sécurité et savoir ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire. Les limites sont une des clés pour aider les enfants à gérer leur colère et à se comporter de manière appropriée. Et puis, ça va devenir un apprentissage aussi qu'ils vont faire au fil du temps. Donc, n'hésitez pas à répéter les règles, plutôt je préfère appeler les consignes que vous tenez vraiment à faire comprendre, à faire connaître, à faire assimiler à votre enfant. Et puis, le faire dans la bienveillance en bien sûr tenant compte de leurs capacités. 6. Permettez à votre enfant d'avoir assez de sommeil et une alimentation saine. Les enfants qui manquent de sommeil sont plus susceptibles de faire des crises de colère, bien sûr, et d'être irritables aussi. Donc, assurez-vous que votre enfant obtienne suffisamment de sommeil pour être en bonne santé et en forme. Faites attention à l'alimentation et aussi, c'est recommandé d'en choisir une qui est basée sur beaucoup de plantes. Une alimentation saine et un sommeil adéquat sont essentiels pour éviter les crises de colère chez les tout-petits, les bébés et les jeunes enfants. 5. Encouragez des activités qui sont positives. Trouvez des activités qui peuvent encourager les enfants à exprimer leurs émotions et à réguler leurs humeurs et aussi avoir la vie d'un œil positif. Ça peut inclure des activités comme le yoga, le jardinage ou le dessin qui en même temps permet de faire sortir leurs émotions ou permet d'aller en nature. 4. Apprenez à votre enfant à prendre des pauses. Les pauses sont essentielles pour aider les enfants à calmer leurs émotions et à réguler leurs humeurs. Apprenez à votre enfant à prendre des pauses et à les utiliser comme un outil pour se calmer. 3. Discutez avec votre enfant de ses émotions. Les enfants ont besoin de savoir qu'ils sont entendus et que leurs émotions et leurs sentiments sont valables. Discuter avec eux et leur offrir des outils pour gérer leurs émotions peut aider à réduire les crises de colère.
Laissez votre enfant s'exprimer, laissez-le vous dire de la manière dont il se sent. Vous pouvez aussi fournir des mots pour exprimer chacune des émotions qu'il ressent. Comme par exemple, si tu serres tes poings, si tu as beaucoup d'énergie, donc tu peux nommer la colère à ce moment-là. Et puis, donc avec le temps, votre enfant va être capable de nommer ses émotions, vous exprimer exactement ce qu'il ressent. Ça peut débuter aussitôt que les bébés, vous pouvez dire tu as de la peine, donc tu es triste, et bébé peut commencer à dire comme mon quatrième disait, j'ai de la pépine. Plus vous allez le faire, plus votre enfant va devenir habile à nommer, à citer ses émotions et puis à savoir quoi faire aussi avec ces émotions-là. Donnez-lui la permission de dire ce qu'il ressent et offrez-lui des mots pour exprimer ses sentiments. Cela peut aider à réduire la tension et à prévenir les colères fréquentes. Si vous aidez votre enfant à apprendre à gérer ses émotions, vous pouvez aussi lui enseigner à identifier ses émotions et à trouver des moyens de les gérer. Comme par exemple, on peut lui apprendre à prendre des respirations profondes et puis à compter jusqu'à 10 en cas de colère ou pour se calmer aussi. Vous pouvez parler avec votre enfant, discuter avec lui de ses sentiments, mais même des vôtres aussi, et puis donc de toutes ces émotions-là. Demandez-lui pourquoi il se sent en colère et aidez-le à y répondre. Il y a même des applications de jeux pour aider les tout-petits à mieux contrôler leur colère. Je vous les place en description de la vidéo avec aussi toutes les sources que j'utilise pour cette vidéo-ci. 2. Alors, le fameux numéro 2 dont je vous parlais en introduction, c'est faire preuve d'empathie. Comment est-ce que ça peut aider votre enfant? Il est important que les enfants sachent qu'ils sont entendus et que leurs émotions sont valables. Alors, faire preuve d'empathie et lui faire comprendre leurs émotions, ça permet à l'enfant de ressentir qu'il a beaucoup d'amour et d'attention. Les enfants qui se sentent aimés et soutenus sont moins susceptibles de se mettre en colère. Montrez à votre enfant que vous êtes là pour lui et que vous l'aimez inconditionnellement. 1. Restez calme. Donnez à votre enfant un sentiment de sécurité. Les enfants ont besoin de savoir que leurs parents sont calmes et sûrs. Restez calme lors d'une crise ou lorsque votre enfant devient irritable et donnez à votre enfant un sentiment de sécurité à ce moment-là. Ça permet de créer un environnement sécurisant pour votre enfant. Les enfants qui se sentent sûrs et aimés sont moins susceptibles, bien sûr, de perdre leur calme et leur contrôle. Donc, aussi, on peut leur créer un environnement qui est calme et qui est sûr. Une maison sûre et calme est essentielle pour aider à réduire les crises de colère. Justement, assurez-vous d'avoir un environnement qui respire le calme et puis la sécurité et la relaxation aussi. Puis, pensez aussi à faire preuve de patience. Bien sûr, personne n'est parfait et bien sûr, moi non plus, je dois travailler, j'ai dû travailler ma patience beaucoup aussi. Et puis, c'est un apprentissage qui se fait et les chemins neuronaux de notre cerveau, à ce moment-là, se font travailler et reprogrammer aussi, autant pour nous que notre enfant aussi, donc en pratiquant notre patience. Donc, c'est important de rester calme et de ne pas répondre aux crises de colère par la colère. Et si vraiment on s'est fait prendre à la colère, alors on s'excuse et on recommence, on ramène au calme. Et c'est un exercice qui est valable autant pour les parents que pour les enfants. Montrez à votre enfant que vous êtes là pour lui et que vous comprenez ce qu'il ressent. On reste calme et on reste empathique. Et plus on se pratique, plus ça devient une habitude de vie aussi pour les parents. Bonus! Alors, devenez un modèle pour votre enfant lors d'une crise. Comme j'exprimais dans le numéro 1, bien exprimer ses émotions, mais aussi rester calme, rester patient, rester dans l'empathie. C'est quelque chose qu'on va modeler à notre enfant et les enfants apprennent super bien par l'observation. En étant un modèle, c'est le modèle que tu apprends ton enfant à devenir. Donc, si tu as un bébé, un tout petit, il va travailler toujours ces aptitudes-là avec le temps aussi jusqu'à temps qu'il atteigne l'âge de raison. Et puis, lorsqu'il aura atteint l'âge de raison, tu vas voir une bonne différence dans ses crises de colère si tu as utilisé tous ces outils-là. Je parle par expérience personnelle, je l'ai vu à chaque fois avec mes enfants, puis moi-même en retravaillant mes propres chemins neuronaux. Donc toi, si tu n'as pas eu ce support-là en grandissant aussi, si tu avais besoin peut-être d'un certain travail à faire à ce niveau-là, tu vas voir, ça va se faire et puis vous allez réussir à tout reprogrammer, dans le fond, tous les chemins neuronaux qui vont vers la régulation des émotions et ça va bien fonctionner. Essaie de garder les signaux d'alarme comme par exemple crier seulement pour les moments où ton enfant par exemple traverse la rue, c'est dangereux. Donc seulement pour les moments qui sont comme dangereux et donc très rares. Non seulement en te pratiquant encore et encore, à chaque crise à garder ton calme et bien exprimer ton ressenti, tu t'offres un super beau cadeau, mais aussi à ton enfant parce que tu lui modèles exactement la marche à suivre.
On sait par l'anthropologie de l'enfance, telle que par les observations des docteurs Melvin Konner et Peter Gray, que les enfants apprennent à merveille par l'observation et l'amour inconditionnel. S'il y a une chose que tu dois te rappeler aujourd'hui, c'est que personne n'est parfait, moi non plus, mais on peut tous travailler à devenir la meilleure version du parent que l'on veut être et s'en rapprocher de plus en plus jour après jour. Quel conseil adopteras-tu avec ton enfant? Tu peux m'en nommer quelques-uns en commentaire si tu veux. Et pour avoir plus d'outils pour te permettre de guider les crises avec amour et bienveillance, je te conseille notre formation Guide les crises avec amour. Une formation hors pair sans l'utilisation de punitions ou autre forme de violence éducative. Cette formation contient des techniques spéciales les plus efficaces qui soient. Par exemple, à l'intérieur, il y a des solutions efficaces et tous les outils pour bien gérer les crises, qui est un des problèmes les plus importants des parents. Donc, elle déborde de trucs inédits et d'informations dénichées sur plus d'une décennie et testées pour leur efficacité et leur bienveillance. Par exemple, 2 faits scientifiques peu connus expliquant les crises de colère, exactement pourquoi on voit les enfants faire des crises de colère avec des personnes qui leur sont proches, pourquoi les adolescents ont des crises face à leurs parents, des connaissances spécifiques pour les guider au travers des crises en fonction du genre de ton enfant, pourquoi on ne devrait pas recourir à la violence éducative de quelque façon que ce soit, 13 pépites d'or de l'approche parentale bienveillante et pacifique, y compris des preuves scientifiques de culture du monde entier, 5 raisons les plus courantes et négligées pour lesquelles ton enfant aurait des crises, la méthode super simple et une ligne guide en 4 étapes pour faire face à toutes sortes de situations difficiles. Des méthodes efficaces et affectueuses pour faire face aux crises que tu ne connais peut-être pas. Comment définir les limites de manière attentionnée en fonction de la maturité de ton enfant. Exactement comment faire face à des situations de la vie réelle telles que des problèmes alimentaires, le temps de sommeil, les crises en public, les mots grossiers qui arrivent parfois, les négociations sans fin et plus encore, et comment choisir vos batailles. 10 façons extrêmement efficaces de gérer les méga crises de colère. Les 8 meilleures solutions aux méthodes punitives et plus encore. Donc, le lien est en description de la vidéo si tu es intéressé. Je te mets aussi, suite à la vidéo, mes autres vidéos sur lesquelles tu peux cliquer pour avoir plus de conseils en parentalité bienveillante. Et bien sûr, je te réfère à mon site jematerne.com où tu peux trouver 11 outils gratuits pour pouvoir mieux vivre votre quotidien avec bienveillance. Donc, tout est en description de la vidéo. Et puis, je te dis à tout de suite pour la prochaine vidéo. Clique sur le bouton sous la vidéo pour t'abonner avec la cloche et recevoir les notifications. Voici où tu peux choisir ta prochaine vidéo. À tout de suite! Est-ce qu'avoir 2 ans, c'est vraiment la période des crises terribles? En fait, pour moi, 2 ans, les enfants de 2 ans, c'est une super belle période de vie et je vais vous expliquer comment voir la manière, voir la réalité de leurs yeux et comment aussi mieux gérer les crises avec votre 2 ans. Le Terrible 2, on en parle souvent, c'est souvent « Oh non, mon enfant va avoir 2 ans, ça va être la période des crises ». Mais en fait, c'est le moment où votre enfant va devenir plus autonome, plus indépendant, va apprendre à dire qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'il veut aussi. Donc, c'est une super belle période pour devenir plus conscient de l'environnement et faire valoir ses choix. Donc, c'est peut-être que c'est la manière qu'on devrait la voir. Et donc, ce que votre enfant voudrait vous dire, c'est que vous êtes encore le centre de son monde, c'est encore un tout petit et vous êtes le soleil autour duquel il révolue. Donc, vous êtes vraiment central à son bien-être. Il y a plusieurs études actuellement qui démontrent que rester auprès de son enfant pour cette période-là, pour toute la période de la petite enfance, c'est encore meilleur que toute autre chose qu'on pourrait faire. Donc, si vous vous sentez appelé à faire ceci, c'est très bien pour lui. Et donc, vous êtes les personnes qu'il aime le plus au monde aussi. Il a appris à tisser une relation de confiance avec vous. Et cette relation-là de confiance, donc un attachement qui est très sécure, qui est sain, va le permettre d'aller explorer dans le monde aussi. Mais quand on a un attachement sain,
on se sent plus aussi. La communication se fait bien entre les deux. Donc, s'il y a quelque chose qui le trouble, vous allez le savoir rapidement aussi. Donc, c'est pourquoi on assiste souvent à plus de crises lorsque c'est notre enfant que plutôt notre enfant va avec grand-maman, grand-papa ou va se faire garder par quelqu'un. Notre enfant, à ce moment-là, va plus garder ses émotions pour lui et peut-être les ramener à la maison le soir pour vous déballer devant vous parce qu'il va avoir confiance aussi. Son besoin d'autonomie à 2 ans, il n'est pas vraiment adapté à son environnement. Donc, ça va être important d'avoir un environnement dans lequel il va avoir peu de choix. Il va avoir des choix, mais pas trop non plus pour pas trop le rendre confus, pour pas le décomposer. Et donc, il faut l'accompagner dans son environnement pour que ça soit quand même sécuritaire. En anthropologie, ils ont découvert qu'il y avait comme, ils appellent ça la terre-mère, comme un environnement où on peut tout faire, qui est quand même sécuritaire et tous les adultes regardent les enfants un peu, mais les enfants sont libres de faire ce qu'ils veulent dans cet environnement-là. Donc, c'est un environnement pour moi qui est oui, qui est pas non, touche pas à ça, mais oui, tu as le droit d'explorer et puis c'est sécuritaire pour toi. Quand notre enfant agit d'une manière qui a l'air plutôt terrible, en fait, c'est pas ça. C'est qu'il essaie de montrer qu'il est mécontent aussi. Il essaie de prendre le rôle de leader, de faire comprendre ses sentiments. Et puis, il ne régule pas tout à fait ses émotions non plus. Il n'y a pas encore la partie préfrontale de son cerveau de bien connecter. Donc, ça ne permet pas de réguler ses émotions tout de suite encore. Ça va être vers l'âge de 5 ans, en fait, un peu plus. 4-5 ans, ça commence. 7 ans débute l'âge de raison. Même, ça peut aller jusqu'à 10 ans pour avoir une bonne régulation des émotions. Si votre enfant aussi n'est pas souvent avec vous, donc il pourrait être plus stressé, on a vu que dans certaines études, il y a un certain stress qui se dégage, par exemple, dans un milieu de garde. Et donc, le soir pourrait aussi faire plus de crises et ça pourrait être plus difficile pour vous aussi. Donc, pour lui, c'est important de le traiter avec habileté et bienveillance, toujours être aimable, engageant, enthousiaste et l'apprécier, ça pourrait vraiment transformer votre relation et puis vraiment aller vers quelque chose qui est constructif, qui le fait bien s'épanouir. Pourquoi je pense que 2 ans, c'est vraiment un super bel âge? C'est parce que maintenant, il est confortable avec lui-même, il sait un peu globalement comment se comporter. Oui, il est vraiment très moteur, il a une grosse motricité, mais c'est justement, il veut explorer son environnement. Donc, c'est un petit curieux, c'est un petit scientifique qui va tester plein de choses dans son environnement. Aussi, il veut vous démontrer qu'il a des possessions à cet âge-là, donc il développe bien son ego. Il y a des choses qui sont à lui maintenant, il comprend ce que c'est à lui. Il sait où elles vont, ces choses-là. La routine, ça le rassure. Il aime toujours quand c'est pareil et puis il sait à quoi s'attendre parce que ça lui donne un certain contrôle sur sa vie, sur ce qui se passe. Quand il doit sortir, il aime ça avoir des éléments de sécurité autour de lui, savoir que vous êtes autour, quelles sont les consignes clairement. Ou donc, comment on peut lui faire savoir les prochaines étapes? On peut lui dire, c'est le temps de sortir ou tu dois faire X, où va cet objet, ou des trucs comme ça. Donc, le guider tranquillement pour savoir les prochaines étapes, ça va le rassurer. Lorsqu'il se plaint, c'est souvent sa façon d'exprimer ses sentiments, mais ça peut être souvent de la fatigue aussi. Donc, vous pouvez lui proposer des pistes pour lui pour donc peut-être une sieste ou lire un livre avec vous donc pour pouvoir le calmer parce que souvent il y a de la misère justement à savoir quand il est fatigué et puis quoi faire avec cette fatigue-là. À cet âge-là, il est intéressé par les autres, mais il ne joue pas vraiment socialement encore, il joue en parallèle. Il apprend les comportements sociaux par essai et erreur encore et surtout par l'observation et par l'imitation. Donc, si c'est difficile de prêter les jouets, c'est super normal à cet âge-là. Et donc, qu'est-ce qu'on peut lui dire? C'est quand tu auras fini avec cet objet-là, tu peux le prêter à ton frère, à ta sœur, à ton ami. Et donc, ça va commencer à ouvrir la voie à la coopération. Votre enfant apprend beaucoup par imitation. Il adore imiter les gens juste un petit peu plus âgés, ça l'aide beaucoup. Donc, si vous avez des frères et des sœurs, c'est super. Mais même chose, papa, maman, vous pouvez faire la même chose, imiter des trucs. Et puis, donc, l'aider, il peut vous aider dans vos routines et ça permet de vraiment développer son plein potentiel.
L'allaiter, c'est encore super bon pour lui. L'Organisation mondiale de la santé dit jusqu'aux 2 ans et au-delà. Et en fait, je recommande l'allaitement qui est toujours à la demande jusqu'à temps que l'enfant signifie qu'il est plus intéressé. Donc, j'ai toujours fait l'allaitement avec mes 5 enfants. Et puis, donc, avec les jumeaux, ça a été plus difficile, mais j'ai appris plusieurs trucs. Et puis, j'ai fait de l'allaitement en tandem jusqu'à 5 ans et demi, par exemple, avec ma plus vieille. Puis l'autre a arrêté à 4 ans. Donc, il était plus intéressé à ce moment-là. Ça paraît. Donc, ça va pouvoir lui donner vraiment beaucoup de bienfaits. Il y a des cellules souches dans l'allaitement, donc vous connaissez sûrement tous les bienfaits de l'allaitement qui est supérieur à tout. Donc, continuez à le proposer si vous êtes ouvert à ça. Voilà, quand une situation le bug, vous pouvez utiliser une technique de le distraire. Donc, c'est pas ce que je recommande souvent, mais parfois, ça peut nous aider dans notre coffre à outils de parents de juste distraire vers quelque chose d'autre pour régler une crise parce qu'il n'y a pas tout à fait la maturité émotionnelle pour dealer avec cette crise-là. Et aussi, vous pouvez toujours utiliser l'humour. J'adore rire à cet âge-là, comme toujours. Donc, vous pouvez faire des blagues pour alléger la situation. Ça va aider. Et si vous êtes perdu, rappelez-vous que l'amour pour lui, c'est plus fort que tout. Faites des câlins, passez du temps ensemble. Ça va vraiment aider votre relation à bâtir ce lien sécure-là, cette confiance-là que vous avez entre vous deux. Donc, j'espère que ça vous aide. C'était des trucs rapides pour les 2 ans. Je vous invite à vous abonner à ma newsletter. C'est la meilleure façon que je peux vous aider à chaque jour ou presque. Donc, plusieurs fois par semaine, j'envoie de l'inspiration pour les familles et j'ai plein de ressources pour vous aussi à cet endroit-là. En passant, il y en a 12 gratuites juste avec l'inscription. Donc, plein d'activités aussi et de guides pour vous aider à guider avec bienveillance votre enfant. Et puis, je vous invite à vous abonner aussi sur la nouvelle chaîne YouTube que j'ai partie. J'ai une autre chaîne YouTube, je l'ai séparée en deux, spiritualité, puis celle-ci, c'est parentalité. Donc, je vais publier fréquemment des vidéos, donc pensez à vous abonner avec les notifications pour les recevoir quand ça sort. Donc, prenez bien soin de vous et de votre coco. Beaucoup d'amour vers vous et on se dit à bientôt.